Il y en a même qui s'en vont se renseigner, on dit carrément que leur dossier n'existe pas là-bas. Donc, à partir du moment où il y a un problème, pour obtenir les pièces qu'il faut pour aller s'inscrire, ces 5 millions de personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale, ce n'est pas en un mois qu'on va les inscrire. Bien. L'autre exclusion, non, je n'ai pas fini, laissez-moi terminer. L'autre exclusion... Allez-y, parce qu'on aura l'occasion d'aborder les différents aspects. Non, mais il faut donner tout le tableau, et puis après on ira dans les détails. D'accord, l'autre exclusion concerne ceux qui veulent candidater. Déjà, le président Soro Guillaume est en exil, mais même pour ceux qui sont ici, plusieurs ne sont pas sur la liste électorale. Pourquoi? Pour des raisons politiques, puisque pour ce qui concerne le président Gbagbo et le président Soro Guillaume, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé leur réintégration sur la liste par un arrêt qui n'a pas été appliqué. Pour le président Blé Goudé, il est sous le coup de la justice, ce qui n'est pas normal puisqu'il a été acquitté. Et après avoir été acquitté, tous ceux qui étaient dans le même dossier que lui, je veux dire tous ceux qui ont été indexés ou inculpés par rapport à la crise post-électorale, ont été soit graciés, soit amnistiés. Il est le seul qui n'en a pas bénéficié. Dans tous les cas, l'exclusion n'est pas une bonne chose parce que pour tous ceux qui savent l'histoire de ce pays, c'est ça qui nous a envoyé une guerre. Donc il serait bien que non seulement on n'exclue pas les électeurs, mais qu'on n'exclut pas non plus ceux qui veulent être candidats. Ça, c'est pour le côté politique. À cela même, on va ajouter les prises de parole irresponsables de certains responsables. On aura l'occasion d'aborder. On reviendra dessus. Bon, d'accord. Donc là, j'étais en train de parler des aspects politiques. Mais il y a des aspects qui concernent les droits de l'homme. Quand on prend l'article 185 nouveau et la nouvelle ordonnance pour l'organisation de la société civile qui sont liberticides et qui restreignent l'espace physique, ça aussi, ce n'est pas rassurant comme climat pour aller à des élections. Maintenant, il y a le volet social. Au plan social, on a tous ces déguerpissements abusifs qui se font sans respecter les normes et qui mettent beaucoup de familles, des milliers de familles dans le désespoir. Je ne crois pas que ça, ce soit un climat qui se prête à des élections apaisées. À cela s'ajoute évidemment la cherté de la vie, les suicides, les enlèvements. Comme vous dites qu'on va revenir dessus, bon, je vais m'arrêter là. Alors, Lansina Karamoko, pour le Chéric Balé, le délai d'1 mois prévu par la CEI pour, en tout cas, le renouvellement de la liste électorale est un délai très court qui ne permet pas aux Ivoiriens, trop court pour environ 4 millions d'Ivoiriens, sinon plus, de s'inscrire sur la liste électorale. Elle parle également de certaines exclusions, elle parle des violations des libertés d'association et des manifestations. Comment est-ce que vous réagissez à ce sujet-là? Bon, parlant d'abord de 4 ou 5 millions d'électeurs dont elle fait allusion, ça, c'est la rhétorique, c'est tout. À chaque fois, à l'approche, n'est-ce pas, de la révision de la liste électorale, ça ne date pas de maintenant. Elle fait bien dit 2021, mais nous sommes en 2024. Entre 2021 et 2024, il y a déjà eu une révision pour les municipales passées et les régionales et municipales passées. On ne peut pas obliger quelqu'un à aller se faire inscrire sur la liste électorale. Et généralement, quand on donne 1 mois, après, il y a une prorogation parfois d'1 semaine, de 2 semaines, à la demande même des partis politiques. Et puis les agents de la CEI sont assis dans le bureau, attendent les potentiels électeurs, les probables électeurs qui veulent s'inscrire. Personne ne vient. On ne peut pas leur faire la chasse à chacun d'eux. Les gens ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas leur pièce pour le faire. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas venir. Non, je vous ai laissé parler tranquillement, il faut me le laisser faire. Pour aller s'inscrire sur la liste électorale, on n'a pas besoin forcément de la carte nationale d'identité. Il faut informer les Ivoiriens. Seulement avec un certificat de nationalité, on peut s'inscrire sur la liste électorale. Mais pour avoir le certificat de nationalité, il faut avoir l'extrait de naissance. Il y a des audiences foraines en cours. C'est parce que l'État lui-même est conscient que plusieurs personnes... Est-ce qu'il faut attendre des gens qui sont des majeurs, qu'il faut attendre qu'à l'approche des élections pour s'établir un extrait qu'on aurait dû avoir quand on était à notre naissance? Non, il y a quelque chose qui ne cadre pas. Parce que donc, moi, non, les audiences foraines, c'est pour rattraper des situations exceptionnelles. On n'a qu'à bien rattraper. Mais les 4 millions ne sont pas concernés par les audiences foraines. Qu'est-ce que vous en savez? J'en sais beaucoup parce que les gars ont refusé. Des gars ont refusé à un moment donné
de s'inscrire sur la liste électorale parce que leur mentor Gbagbo n'était pas là. Maintenant, Gbagbo est là. Maintenant, Gbagbo est là, il faut donc on s'arrête pour eux. On ne s'arrête pas pour eux. Non, on permet à tous les Ivoiriens de s'inscrire sur la liste. On ne peut pas s'arrêter pour eux. Ce n'est pas les militants du PPACI qui ne sont pas sur la liste. Les nouveaux majeurs sont concernés. C'est de ça qu'on parle. Ça n'a rien à voir avec le On va poursuivre avec les débats. Lansina Karamoko, est-ce que la commission électorale indépendante présente inspire confiance à 15 mois de la présidentielle ivoirienne? Mais de toutes les façons, cette affaire de commission électorale, elle a toujours été décriée depuis le temps de Gbagbo. Souvenez-vous que c'était d'abord Begré Mambé qui a été débarqué un matin par Gbagbo lui-même parce qu'il a estimé qu'il n'inspirait pas confiance, alors que c'est lui-même qui l'avait nommé. Il a même pour ça dissous le gouvernement en son temps. Vous comprenez un peu la gravité de la situation. Il dit, j'ai dissous la CEI, j'ai dissous le gouvernement. Et puis après, il nomme Issou Fofana, Issou Bakayoko, qui est resté jusqu'à ce que Gbagbo lui-même ne soit plus président. Et puis, depuis, celui qui est là, il est contesté. On va toujours contester la CEI. Même si on demande à l'opposition de proposer quelqu'un et que ce type-là est nommé par le président de la République, la même opposition viendra dire après que c'est un corrompu. C'est vrai, il sort de nos rangs, mais il est désormais corrompu. On ne peut pas finir d'épiloguer sur la crédibilité ou pas de la CEI. Il faut faire à un moment donné avec, et puis on va avancer. Bien. En tout cas, ce qui nous concerne, Kubert, qui est le président actuel de la commission électorale indépendante, a rencontré plusieurs fois la presse. Toutes sortes de questions lui ont été posées. Il a répondu à ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut s'attarder à ça. Est-ce qu'ils veulent vraiment aller aux élections? C'est là que se trouve la question. Alors, Plucheric Balé, pour vous, est-ce que la CEI actuelle est équilibrée et inclusive? Elle est plus que déséquilibrée. Alors, et ce n'est pas un problème de personne. Alors, c'est des principes qu'il faut respecter. Selon sa composition, la CEI prévoit entre autres 4 représentants de la société civile, dont 2 issus des confessions religieuses, 1 issu des organisations non gouvernementales, non confessionnelles et un avocat désigné par le barreau. Ensuite, 4 représentants du parti au groupement politique au pouvoir et puis également 4 représentants des partis au groupement politique de l'opposition, pour ne citer que ceux-ci. Qu'est-ce qui n'est pas équilibré ici? Vous n'avez pas fini la liste. On a cité quelques... Il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça. On a bien dit entre autres. Il faut tout citer. 4 représentants de l'opposition. 4 représentants de l'opposition et 4 représentants du parti au pouvoir. Aux 4 représentants du parti au pouvoir s'ajoute le représentant du ministère de l'Intérieur. Effectivement. Qui n'est rien d'autre que quelqu'un du même parti ça ne date encore. Pas d'aujourd'hui. Ensuite, je n'ai pas dit que ça date d'aujourd'hui. Je dis que c'est mauvais dans le fond. Il faut que les politiques sortent de la CEI, carrément. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Donc, si on veut bien faire la répartition, le parti au pouvoir est majoritaire. Parce qu'en plus des 4 représentants, il y a le représentant du ministère de l'Intérieur, il y a le représentant du président de l'Assemblée nationale, du Sénat et tout ça. Ça fait trop. Même ceux qui sont désignés par la société civile, là, je ne sais pas qui les désigne. En tout cas, nous, on n'a pas été associés à ça. C'est pour ça que nous disons qu'il faut que les politiques sortent de la CEI, on fixe des critères objectifs, les gens compétissent et puis on recrute. Mais s'il n'y a pas de politique, c'est-à-dire sans... C'est pas impossible. Il reste combien de temps? C'est une question de volonté politique. C'est-à-dire pour vous, sans le parti au pouvoir, sans les partis de l'opposition. Tous les partis. Il faut que tous les partis sortent de la CEI. Parce qu'ils sont à la fois juges et partis. Si les partis, parce que les partis sont dedans, qu'on assiste à des scènes où on déchire les feuilles sur le plateau, chacun tire la couverture sur lui. Quand les partis sortiront de la CEI, elle sera plus objective, elle sera plus Madame Balé, depuis quelle année vous êtes regardant sur cette composition que vous proposez? Parce que elle ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais moi je veux comprendre. Non, c'est depuis maintenant, on m'écoute. Sinon, il y a longtemps, on en parle. Non, mais depuis qu'on vous attendait pas parler, on oui, mais vous ne me connaissiez même pas. Mais justement, si on ne me voyait pas, comment on peut m'écouter? Karamoko, est-ce que vous êtes pour les audits de la liste électorale comme souhaité par certains... Mais qu'est-ce que ça veut dire auditer la liste électorale? Qu'il explique, parce que nous, on ne comprend pas. Les choses se font de façon transparente. Ils ont leurs représentants dans la commission centrale. Parce que c'est à la commission centrale que les décisions se prennent. Je ne parle pas de tout ce qui est, comme ça a été dit, autour. C'est à la commission centrale que ça se décide. Kubert n'est pas le Manitou, le grand chef qui décide de tout. Tout passe par des discussions au niveau de la commission centrale. L'opposition est représentée à la... Même le PPACI a tapé à la porte, on leur a donné une place. Donc ils ont
la tribune, le cadre nécessaire pour engager des discussions au moment où les choses se décident. En quel audit on parle? Il faut nous éviter la diversion. Alors, plus Chéric Balé, pour le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Cuibière, je cite, il n'y a pas meilleur audit que la révision de la liste électorale. Fin de citation. Votre commentaire? Mon commentaire, c'est que c'est faire preuve de beaucoup de mauvaise foi pour la simple raison que la révision de la liste n'est pas aussi simple qu'on le prétend. Nous sommes dans un pays où l'état civil n'est pas informatisé. Il y a beaucoup de personnes décédées qui sont encore sur la liste électorale. Et même quand vous allez dans les institutions ou bien les lieux d'enrôlement et que vous dites que vous avez un parent décédé qu'on doit retirer sur la liste, on ne vous écoute pas. C'est pour ça que les gens parlent d'audit, parce que ces décédés-là, au finish, ils votent. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on enlève tous les décédés-là de façon systématique, parce que justement, ce n'est pas possible de façon informatique. Donc, quand on parle d'audit de la liste électorale, c'est pour éviter les fraudes sur la liste. Moi, je parlerais même de refonte carrément même de la liste. Parce que la révision ne suffit pas à résoudre ce problème. Alors, si on vous demanderait quel est aujourd'hui le plus grand défi qui s'oppose à la CEI, que répondrez-vous? Le plus grand défi qui se pose à la CEI, c'est de pouvoir travailler en tenant compte de l'avis de tous les acteurs politiques majeurs. Les gens font comme si nous sommes dans un contexte normal, alors que nous sommes dans un contexte de crise. On n'est pas dans un contexte normal parce que tout ce qui concerne le politique, les élections, tout ça, avec les exclusions que cela inclut là, on n'est pas dans un contexte normal. Donc quand c'est comme ça là, on associe toutes les forces vives aux décisions. Le calendrier électoral aurait dû s'élaborer avec tous les acteurs. On est ici, on ne sait pas, les mises à jour, la mise à jour de la cartographie électorale. La date, là, ça a surpris tout le monde. C'est la CEI qui est venue annoncer. Ensuite, révision, on se demandait c'est quand. Après plusieurs supputations, finalement, on dit c'est à la fin du mois de septembre. Mais on aurait pu avoir un calendrier clair parce que les élections, on sait comment ça s'organise, on connaît les étapes. On fait un calendrier clair, tout le monde sait à quelle période on fait quoi et puis tout le monde s'y investit. On n'a pas besoin de naviguer à vue comme si on ne savait pas où on allait. Lancina Karamoko, quel est aujourd'hui le plus grand défi pour la CEI? Le plus grand défi de la CEI, c'est d'aller dans la voie qu'elle s'est tracée pour que nous allions à des élections inclusives en 2025. Ah, c'est un défi de respecter sa propre voie. Non, c'est pas... On parle de défi. Mais attends, ça dépend de quelle appréciation vous donnez au défi. Et c'est pourquoi je vous prends un mot quand vous dites... Le défi, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre. Non, vous ne pouvez pas m'apprendre la définition du mot défi. La voie qu'elle s'est tracée là, ce n'est pas un défi. C'est pas un défi? Non. C'est un défi par rapport à vous, à votre position. Mais parce que vous ne faites jamais les choses normalement. Sinon, quelque chose qui est tracé là, quand on rentre dedans normalement, ce n'est pas un défi. Vous pensez, qu'on n'est pas dans une situation normale. Absolument. Absolument. Donc, on est dans une exception depuis 2000. Oui, bien sûr. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et on va continuer comme ça. Mais on doit régler, on continue comme ça parce qu'on ne règle pas les problèmes. Puis chérie, peut-être que je vais plaider pour vous, pour que vous rentriez à la commission électorale. Comme ça, j'ai pas besoin de rentrer là-bas. On dit d'assainir les choses. C'est ce que vous demandez. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit des principes. C'est bien compris. C'est bien compris. On va poursuivre le débat avec d'autres aspects. Alors, nous assistons à des déclarations outrancières, des divisions constatées ça et là, un climat politique toujours délétère, pardon. Faut-il s'inquiéter? Absolument. Je le disais tantôt que les responsables du parti au pouvoir tiennent des propos qui sont très graves. Comme de l'opposition aussi. Bon, vous allez me donner les exemples. Moi, ce que j'ai entendu... On a vu des déclarations au PDC, RDA, au PPACI, au RHDP. C'est ce que j'entends là, c'est de ça que je parle. Donnez-moi des exemples et puis on va les commenter. Katina fait des dérapages, vous n'entendez pas ça. On va commenter ensemble. C'est quoi le problème? Vous n'allez pas orienter. Vous êtes là pour ça. Vous allez poursuivre. Après, on reviendra pour la même question avec vous. On reviendra pour la même question avec vous. Allez-y. Oui, donc je disais qu'il y a des propos des responsables du parti au pouvoir qui sont très dangereux. Et ça, ce n'est pas leur rôle d'attiser le climat social. Normalement, quand le ministre Mamadou Touré dit que le président Thiam tient des propos tribalistes,
quand le ministre Bakongo dit qu'il demande aux populations du Nord de ne pas croire en la bonne foi de M. Thiam qui se prétend être du Nord et ceci et cela, ça rime à quoi? La politique, quand elle se pratique de façon saine, elle ne s'attaque pas aux individus. Chacun essaie de convaincre le peuple avec des arguments qui soient en faveur du bien-être du peuple. En quoi est-ce que vous allez améliorer les conditions de vie des populations? En quoi est-ce que vous allez emmener le pays vers le développement? C'est ça qui intéresse les gens. Mais aller attaquer et puis essayer de salir l'image de ses adversaires politiques-là, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Bien, Lansina Karamoko. C'est intoxiquer les populations, c'est intoxiquer les jeunes. La même question, des déclarations parfois tenues par les porte-parole des partis politiques inquiètent un plus d'un. Oui, ça doit inquiéter, mais nous, ça ne nous effraie pas. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, elle a dit de citer des exemples. Moi, j'ai pensé qu'elle allait dire des mots plus durs prononcés par Touré Mamadou ou par Cissé C'est Bakongo. pas dur. Si c'était d'autres personnes qui parlaient de tribalisme, vous alliez les envoyer en prison. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, Madame Michel Balé. Quand Kopli Boni, président d'honneur du PDCI, qui a même été le président par intérim du PDCI, ça va s'immiscer au nom de son parti dans le choix d'un chef, d'un roi ou un chef baoulé. Mais c'est lui, Kopli Boni. Oh, il s'est immiscé. Qu'est-ce que vous appelez être informé? Quel droit? C'était son droit. En qualité de qui? Dans les coutumes baoulées, là, est-ce que vous êtes informé? Quelle coutume baoulée? Il est doyen des baoulés. Si vous voulez, tous vos parents n'ont pas baoulé. Dans la coutume baoulée et dans toutes les coutumes, il y a une procédure de désignation des rois comme des chefs. Non. On est tous et quand cette coutume-là est bafouée, il est du devoir des doyens d'âge, donc Kopli Boni et Ali Ali, d'organiser des assises pour que les gens redressent les choses. Voilà. C'est pas le politique qui décide de qui doit être roi. Ils sont les plus âgés où? Vous voulez que moi je vous désigne des gens qui sont plus âgés chez les baoulés? Allez-y. Allons au village, vous allez les voir. Je vais aller au village. Allez-y, on revient au sujet. On revient au sujet, on continue. Voilà. Vous désignez des PDCistes pour être les patrons du peuple baoulé. Ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas que PDCI. On va poursuivre avec la question. Oui, donc ça les regarde. Merci pour Chéri Balé. On va poursuivre. Mais donnez les noms des plus âgés. Vous allez parler des plus âgés. Lansina Karamoko, on va poursuivre avec la question qui vous a été posée. On poursuit avec la question. Vous étiez sur Kopli Boni. Ensuite. Kopli Boni va s'immiscer dans le choix d'un chef baoulé. On vous a bien compris. C'est pas chef, c'est roi. C'est différent. Si vous voulez, madame, c'est un lapsus, ça peut arriver. Pas de lapsus, parlons de façon précise. Ok, que ce soit chef ou roi, Kopli Boni s'est impliqué, c'est immiscé. C'est pas son droit, madame. Alors, ce n'est pas son droit. Alors, vous voulez qu'enfuyer le débat parce que vous n'avez pas d'argument. Alors, il y a des... Merci. Moi, j'ai fait une enquête sur cette affaire. Si vous voulez, on en parle. S'il vous plaît, on va poursuivre. Alors, il y a des déclarations politiques de part et d'autre qui font craindre une partie de la population ivoirienne. Des invectives, des accusations infondées également ne manquent pas ces derniers mois. Comment expliquez-vous ces faits qui détériorent le climat sociopolitique ivoirien? Les invectives de qui? De la part des politiques. Oui, mais d'une façon générale, ce n'est pas responsable de vouloir attiser soit la haine ou alors de tenir des propos mensongers ou diffamatoires. Ça, on le sait, mais donc, comment vous expliquez ces types de réactions? Non, en fait, moi je pense que la plupart des politiques ne maîtrisent pas eux-mêmes leur rôle. Parce que depuis un certain temps, il n'y a pas de formation politique. Plusieurs arrivent à la politique par opportunisme. Donc, ils s'engagent dans la politique sans savoir que c'est une responsabilité vis-à-vis des citoyens. Et vous-même, qui êtes passé de parti en parti, là, c'est de Thiam, vous allez parler.
transhumant n'a Si même c'est pas ça, le votre droit de joker, critiquer qui que ce soit. J'assume ce que Ça j'ai fait fait mon honte. parcours. Qu'est-ce que vous Ça appelez fait avoir honte? honte. C'est vous qui Ça faites fait honte. Société civile, Alors, partisane, Parti de parti société civile, en parti. partisane, Nassina Karamoko. société civile, partisane. Yako. Déposez Nassina le masque, nous Karamoko. allons discuter. Quel masque? Vous avez le Je suis masque. là, laissez vous m'effrayer. Il y a porté Nassina quel masque? Karamoko, on Mais revient. vous êtes derrière le masque On va de la se calmer. société J'ai dit, vous civile. êtes un Vous êtes transhumant va militer, politique. on va se calmer. Je le suis, On appelle ça prostitution l'assume. politique. S'il vous plaît, pas de Voilà. promos, Et s'il vous vous, plaît. la prostitution Vous ne de quoi? savez S'il vous plaît, pas on ce revient. que Vous vous êtes voulez. On une revient. prostituée aussi de la Non, société non, civile. non, non. Oh, Yako. Oui, c'est à vous le Yako. Il y a S'il vous toujours plaît, été pas de société promos. civile. de la Vous ne société pouvez civile. pas S'il vous plaît, prouver s'il que vous je plaît. suis autre chose. On va Vous continuer. Mais c'est vous qui allez Alors, de parti prochaine en question parti pour vous. selon votre vote là. Question pour vous, Regardez-moi Nassina ça. Karamoko. J'assume. Nassina Moi, Karamoko. Mais vous ne pouvez qu'assumer, vous allez faire quoi? Comment expliquez-vous Mais ça Alors, fait on va honte. débat. Comment, Ça fait comment honte. vous Qu'est-ce que expliquez vous appelez, cette oui? déclaration des partis Mais politiques? je n'ai pas fini de Ça concerne parler. toutes J'ai dit- tous les partis politiques, que ce Oui. soit le RHDP, Oui. le PDCI, RDA, le PPACI. Souvent des déclarations, on se demande, mais où allons-nous? Les gars manquent d'arguments. Quand ils manquent Le d'arguments, RHDP manque d'arguments, le PPACI, le c'est PDCI, pas, RDA. c'est pas le Parce que c'est propre à tous les partis politiques. les premiers qui ont commencé à lancer des invectives, c'est les gars de l'opposition. Non, il faut les C'est suivre. Katina, dès qu'il est arrivé, dès qu'il a mis le pied en Côte d'Ivoire, il a commencé à attaquer directement. Donc il faut faire comme lui. Le Voilà. président Laurent Gbagbo y arrive. Le président Gbagbo Laurent, dès qu'il est arrivé, il est revenu sur 2010 qui est président de la République. Alors, quand on vient dans l'arène avec une idée arrêtée, mais vous allez trouver en face des réactions. C'est ce qui se passe. Les Nous, on réactions qui réagit sont à pas ce qu'ils font. responsables. Voilà. Alors, avec l'appel de Beaunois, sommes-nous bien partis pour assister à deux blocs, l'un conduit par le PPACI et l'autre du parti au pouvoir, le RHDP, ou pour vous, l'opposition ne cesserait de marcher en rang dispersé? Plus cher Iqbali. Bon, moi je pense que si l'opposition va en rang dispersé, ça va compliquer les choses parce que déjà le système n'est pas assaini. Donc s'il y a deux blocs, ça permettra de mieux maîtriser toutes les étapes du processus et donc de réduire les possibilités de fraude. Donc pour moi, s'il y a deux blocs, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Lansina Karamoko, est-ce que Oui. nous sommes bien partis pour deux blocs? Quand on dit deux blocs, ce Oui. n'est pas opposition dans son ensemble, mais tu as dit un bloc qui répond à l'appel de Laurent Gbagbo Oui. et un autre bloc du RHDP. Ça serait l'idéal. Mais pourvu qu'ils se mettent d'accord, parce que nous, on est soudés. C'est eux qui vont sur un territoire à Beaunois où on ne fait pas de libation. Donc, le peuple n'est pas sincère avec même sa présence sur le lieu du meeting. Et c'est chez Simone Gbagbo, on l'a complètement occulté. C'est eux qui ont des soucis, nous, on n'en a pas. Alors, Donc, c'est à eux de s'organiser pour être soudés. Nous sommes déjà soudés. quelle est aujourd'hui la Oui. place de Laurent Gbagbo dans le paysage politique ivoirien, sans Simone et Yvette Gbagbo, Charles Blé Goudé, Pascal Affinguessan, et avec l'arrivée de Tidjane Thiam à la tête du principal parti d'opposition? Mais justement, le rôle de Gbagbo, il sait qu'il est réduit à néant. C'est pourquoi il lance cet appel. C'est pourquoi il ouvre les bras à ceux à qui il a fermé ses bras hier. Son rôle, aujourd'hui, peut-être que le mot serait trop fort, c'est un fan club que Gbagbo Laurent a. Vous parlez de son rôle, mais sa place. Mais c'est ça, oui, sa place. Il ne pèse plus rien. Il ne pèse plus rien, Laurent Gbagbo. Alors, plus cher Iqbali, pour Lansina Karamoko, Laurent Gbagbo ne pèse plus rien. Est-ce qu'il incarne aujourd'hui l'opposition politique ivoirienne? Bon, ça c'est aux opposants de vous dire si le président Laurent Gbagbo les représente, les incarne suffisamment. Mais nous, en tant que société civile, ce qui est notre préoccupation, c'est que les conditions d'organisation des élections soient transparentes, soient suffisamment transparentes pour qu'on puisse juger réellement du poids des uns et des autres. Parce que parler dans le vide, dire ce qu'on a envie de dire, c'est pas ça qui est important. Ce sont les chiffres, mais sur des bases saines, sur des bases objectives. Et donc, nous voulons vraiment qu'on réforme la CEI, qu'on assainisse le système électoral. Comme ça, on verra le poids des uns et des autres. Les dernières élections datent de 2023. Nous sommes en 2024. Il n'y a même pas encore un an. Parce qu'il faut attendre septembre
Les dernières élections avec cette CEI-là, les résultats sont crédibles. Alors, on va poursuivre. Les déguerpissements se multiplient dans plusieurs quartiers du district d'Abidjan. Ces déguerpissements ne seraient pas exécutés dans le respect de la dignité humaine et des lois en vigueur selon certains Ivoiriens, je précise. On se demande pourquoi maintenant, à quelques mois des élections, pour faire souffrir une partie de la population ivoirienne, ça paraît parfois incompris, l'action politique en cours. En fait, c'est pas selon... Bon, enfin, vous avez dit selon certains Ivoiriens. Parce que ce n'est pas selon moi. Oui, oui, bien sûr. Mais sinon, c'est selon le droit lui-même. Dans notre Constitution, l'article 11 dit que quand on veut faire une expropriation pour cause d'utilité publique, on fait une indemnisation juste et préalable. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution elle-même qui le dit. Mais comme on est dans un pays où violer la Constitution n'est pas un problème, où violer les lois n'est pas un problème, c'est pour cela qu'on assiste à ces agissements. Et malheureusement, le président de la République assiste, il ne dit rien. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé, c'est depuis le mois de janvier, sans compter même tous les déguerpissements qu'il y a eu avant. Le problème, c'est qu'on s'attaque à des quartiers où dans certains quartiers, les gens ont des ACD, mais on s'attaque aussi à des villages. Mais on ne comprend pas le timing à quelques mois de la présidentielle. Oui, mais c'est eux qui peuvent expliquer pourquoi ils font ça. Alors, ce que nous, on constate, c'est que le gouvernement qui devrait lutter contre la pauvreté, le chef de l'État lui-même, quand il prête serment, prenez l'article 58 de la Constitution, on dit qu'il doit protéger les droits et les libertés. Et donc, si ce même gouvernement-là viole les droits, viole la dignité humaine, et puis le président lui-même ne dit rien, il y a un problème. Mais c'est eux qui peuvent expliquer pourquoi ils font ça. Le président a appelé à plus d'humanisme dans les actions. Appeler là, c'est pas suffisant. Il a appelé, qui a écouté son appel? Alors, ça continue même de mal en pis. On se demande toujours, à quelques mois de la présidentielle, le district d'Abidjan, le gouverneur qui est une grande figure du RHDP, mène des actions qui vont à l'encontre des libertés et des droits des citoyens. On n'arrive pas à comprendre cela. Mais je ne sais pas quel droit qui est violé. Il faut connaître le droit pour savoir quel droit est violé. Il faut le connaître. Est-ce que tout le monde doit faire le droit? Moi, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas juriste. Je m'intéresse à la question dont j'ai cherché les articles. Vous ne pouvez pas vous substituer à ce que moi je sais faire. Tout comme je ne peux pas me substituer à ce que vous savez faire. Allez-y, parce qu'on n'arrive pas. Si vous m'arrêtez chaque fois, je vais vous arrêter également à chaque fois que vous avez la parole. Si c'est ça votre stratégie. Vous êtes ici en liberté, c'est pourquoi vous êtes sur le plateau pour parler. Oui, vous ne pouvez pas dire que les libertés sont bafouillées. Les libertés, ce n'est pas la liberté. Vous voulez savoir la différence? Allez-y. Les libertés et puis la liberté. Merci, plus Chérik Balé. Tenez-vous comme ça. Allez-y. On n'est pas à la sypogie pour non, on dit débat contradictoire. On n'est pas dans un bélodrome que vous fréquentez. Ici, on est sur un plateau de télévision. Vous m'avez dit vous n'avez rien à dire. Oui, c'est ça. Allez-y. Mais vous posez justement comme les gens du bélodrome. On n'arrive pas à comprendre la réaction du gouvernement ivoirien. Il n'y a pas de réaction négative. On ne choisit pas un moment pour faire appliquer les lois. Mais ça peut faire perdre des électeurs quand même. Mais justement, c'est notre courage qu'il faut saluer. Pour perdre le pouvoir? Non. Courage de détruire. Pas perdre le pouvoir. Parce que ça ne fera pas perdre le pouvoir. Nous travaillons. Le peuple ivoirien nous a fait confiance en nous portant à la magistrature suprême. Nous avons un bilan à rendre et nous avons un bilan à défendre au moment de la campagne présidentielle. Dans ce bilan, on a dit qu'on allait assainir la ville d'Abidjan. Que voulez-vous qu'on ait dit aux populations? L'assainissement marchant sur les droits. Qu'est-ce que vous appelez marcher sur les droits? Bien. Merci Lansina Karamoko, plus Chérik Balé. En dépit de tout ce qu'on a abordé, la CEI, les déguerpissements et d'autres sujets relatifs aux partis politiques, en observant le climat sociopolitique ivoirien à quelques mois de la présidentielle, qu'est-ce qui vous interpelle encore? Ce qui m'interpelle, c'est Gbagbo Naka, candidat. Vous n'avez rien à dire. C'est un militant du PPA. Moi, je n'ai pas de candidat. C'est une militante du PPA. Ce qui m'interpelle, il faut l'avouer un jour et faire avancer. Mais j'ai avoir peur de qui même? Mais avouez-le, ça fait quoi? Il faut vous assumer. Il faut vous assumer. Je vais l'être et puis vous n'allez rien faire. Mais justement, il faut vous assumer. Je suis société civile, mais vous êtes tellement ignorant que vous ne connaissez pas le rôle de la société civile et vous l'assimilez à l'opposition. On appelle ça le contrôle citoyen de l'action publique. Merci. Après, je vais vous former sur la
société civile. Là, vous allez comprendre. Lassina Karamoko, merci. Vous êtes une militante. Ce qui m'interpelle. Je viens une seconde. Une précision. Chérik Balé est sur ce plateau en tant que consultante et non présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne. Nous tenons donc à faire cette précision. À chaque fois qu'elle prend la parole, nous, société civile. Mais je suis société civile. Allez-y, Chérik Balé. Je suis société civile. Je vais le dire tous les jours. Ça va vous gêner jusqu'à ce que vous le voulez. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. S'il vous plaît, non, merci. Mais vous êtes qui? Alors on va compétir nous deux. Qu'est-ce qui vous interpelle? Devant les citoyens. Qu'est-ce qui vous interpelle? Oui, ce qui m'interpelle, c'est l'incohérence qu'il y a dans la conduite de la politique de développement du gouvernement. Toujours le gouvernement. Vous avez un problème avec Alassane Ouattara en direct. Moi, je ne le connais même pas. Parce que vous avez fait un tour à la Maca. Parce que vous avez fait un tour à la Maca. Vous avez ces ressentiments qui vous envahissent. Vous aurez l'occasion de rebondir sur la même question à votre tour. Parce que quand j'aurai la parole, elle va encore me couper la parole. Donc on y va. Allez-y. Allez-y, nous sommes à une minute de la pub. Allez-y. C'est l'incohérence du gouvernement dans la conduite de sa politique de développement qui nous interpelle le plus. On dit qu'on ne veut plus de quartiers précaires à Abidjan, mais on ne met pas la manière pour que les gens partent de ces quartiers-là. On dit on ne veut plus de quartiers précaires, on déguerpit les gens, on détruit leur vie, on détruit leurs maisons, on ne les réinstalle pas, on les jette carrément à la pauvreté. Alors que ce qu'il faut relever, c'est que le niveau de vie est tel que vivre avec 75 000 de SMIC, ça oblige certaines populations à vivre dans les quartiers précaires. Parce que c'est là-bas qu'ils ont. C'est vous-même qui avez votre place au village. Sauvagerie comme pour vous, là, c'est au village. Donc, mais vraiment, vous n'avez pas votre place sur la plateau de télé. Comment on appelle ça? Je disais que le niveau du SMIC est tellement bas que ça ne permet pas aux populations pauvres de faire face à des charges qui sont élémentaires. Le loyer, se déplacer, manger, soigner sa famille. Donc, avant de pouvoir s'investir dans ce genre d'opération, ou bien on prend les moyens qu'il faut, c'est-à-dire tous les milliards qu'on détourne là, ça aurait pu servir à dédommager les populations avant de les déplacer. Ou alors, on augmente simplement le SMIC. Si on augmente le SMIC. Non, mais 75 000, vous-même, vous pouvez vivre avec 75 000. Moi, je ne suis pas les autres. Oui, mais c'est pour vous dire, nous, on est dans le peuple. Donc, on connaît les autres, on vit avec les autres. Il y a quelque part les efforts. 75 000 il y a des efforts quand même quelque part. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'efforts. Je suis en train de dire que ce n'est pas suffisant pour vouloir qu'il n'y ait personne dans les quartiers précaires. C'est de ça que je parle. D'accord, merci. Lassina Karamoko, avant de vous reposer la question, s'il vous plaît, puis Chérik Balé également, lorsque vous n'avez pas la parole, priez, ne pas parler. Alors, si elle observe ça, parce que vous aurez les mêmes questions. Mais si elle me coupe la parole, je vais lui couper la parole. Vous aurez les mêmes questions. Ça, vous pouvez laisser qu'elle aille au bout de ses idées et après vous reposer la question. Il faut couper la parole intelligemment. Alors, qu'est-ce qui vous interpelle en dépit de tout ce qu'on a abordé dans cette émission? Ce qui m'interpelle, c'est la mauvaise foi de l'opposition. L'opposition a fait quoi? L'opposition voit tout en noir, tout comme certaines personnes qui se réclament de la société civile. Tout ce que le gouvernement fait est mauvais. Exemple. Mais elle vient de dire, quand on déguerpit les gens, c'est mauvais. Ah, c'est une bonne chose de déguerpir. C'est mauvais. Mais, et pourtant, c'est un planning, c'est que les gens oublient. Le gouvernement ne s'est pas levé un matin pour venir déguerpir les gens. C'est toute une procédure qui a été mise en place. Moi, je me souviens, le quartier qu'on appelle Zimbabwe, dont vous avez parlé hier, en 2013, nous avons été invités à Zimbabwe à rencontrer des populations. Parce qu'elles ont pensé, ces populations-là, que nous pouvons intercéder auprès du gouvernement afin qu'ils ne soient pas déguerpis. Parce que c'était d'actualité déjà depuis 2013. Alors quand j'attends aujourd'hui et qu'il y a seulement quelques jours qu'on leur a donné des mises en demeure pour partir, ça me fait sourire. Parce que c'est un vieux dossier. Et l'opposition le sait. Mais quand l'opposition vient dire que mettre en œuvre, n'est-ce pas, ce plan d'action de déguerpir les populations qui sont dans des conditions précaires à Zimbabwe,
Quand l'opposition dit que c'est mauvais, Mais c'est fait l'opposition n'a pas fait de déclaration là-dessus. Si, voilà une qui est là, c'est une opposante. C'est vous qui le dites. Alors, Laurent Gbagbo, toujours pas inscrit sur la liste électorale. Oui. Charles Blé Goudé poursuivi par la justice ivoirienne. Guillaume Soro hors de son pays natal. Pensez-vous qu'il serait bien d'aller aux élections dans ces conditions qui fragilisent le tissu social? Vous savez, nous ne pouvons pas aller d'exception en exception. On a eu, depuis 2002, des accords. On a connu d'abord l'accord on est allé d'abord à Lomé. Après Lomé, nous sommes allés à Accra. On a fait, je crois, 4 accords à Accra. Après Accra, on est allé à Pretoria, Ouaga, jusqu'à Ouaga 4. Il y a eu beaucoup d'accords par le passé. Il y a eu beaucoup d'accords. Mais... On est parti de situations exceptionnelles en situation exceptionnelle. Mais la question est claire. Il faudra un jour appliquer la loi. Alors, la question est claire. Est-ce qu'il serait bien d'aller aux élections dans ces conditions, c'est-à-dire... Si la loi interdit un citoyen ivoirien à ne pas être sur la liste électorale, il ne sera pas sur la liste électorale. Toutefois, pour une question d'apaisement, le président de la République qui a le dernier mot peut décider. Mais alors cette décision doit être prise dans des conditions, n'est-ce pas, de détente entre les acteurs politiques. Ce n'est pas en lui mettant une pression ou en le menaçant de tout mélanger au cas où ils ne sont pas sur la liste électorale que le président peut prendre une décision. Alors nous on dit que peut-être que ça cache quelque chose. Sinon, quand on a besoin de quelque chose et que cette personne qui est en face de nous détient cette chose-là, je crois qu'on va aller aux négociations. Donc il faut aller aux élections comme ça. Si la loi nous demande d'aller comme ça aux élections, on sera comme ça aux élections. Même si ça fragilise le tissu social. Ça ne fragilisera pas le tissu social. Alors, plus Chéric Balé, faut-il prendre des mesures pour permettre à tous les acteurs politiques de pouvoir participer aux prochaines élections ivoiriennes, malgré ce que leur reproche la justice ivoirienne? Oui, c'est ce que nous disions tantôt. Si on veut vraiment des élections apaisées, il faut qu'on ait des élections inclusives. Et si on veut des élections inclusives, il faut qu'on permette à tous ceux qui veulent être candidats de l'être, d'autant plus que certains ne sont pas candidats parce que la loi n'a pas été appliquée. Si l'arrêt, ou du moins les arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en faveur du président Laurent Gbagbo et du président Soro Guillaume, qui ont été pris en 2019, avaient été appliqués, aujourd'hui, ces deux-là seraient sur la liste électorale. Par rapport au ministre Charles Blé Goudé, j'ai déjà dit que tous ceux qui ont été impliqués dans la crise de 2010 ont été soit graciés, soit amnistiés, sauf lui seul. Donc, il y a des décisions politiques qu'on prend en faveur de la paix. Et c'est ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui que ça s'arrêterait alors que le climat n'est pas normalisé? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, j'aimerais préciser une petite chose par rapport au déguerpissement. Il faut faire la distinction entre la décision de déguerpir et la mise en œuvre de ce déguerpissement-là qui devrait obéir à des règles. Nous-mêmes, les citoyens lambda, quand on veut déménager, vous ne décidez pas dimanche que vous déménagez et puis lundi vous partez. En temps, les mises en demeure qui sont servies, non seulement il y a des groupes qui n'ont reçu aucune mise en demeure, comme à GESCO, comme à Banco 1, mais là où on donne les mises en demeure, c'est pour que les gens partent immédiatement. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce que nous décrions, ce n'est pas la politique de vouloir assainir, c'est la manière dont ça s'exécute. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler, Adjamé Village est assiégé parce que la communication n'a pas été bonne entre la chefferie et le district. Bien, si l'on devrait faire ce que vous dites pour certains leaders de l'opposition politique, mais pourquoi pas pour tous les Ivoiriens qui sont poursuivis par la justice ivoirienne? Non, ce n'est pas la même chose. C'est des citoyens également. Il y a une différence entre citoyen et puis un leader. Les leaders, il y en a combien? Ils ont tous les le même droit. Les citoyens, ils sont nombreux. Ce n'est pas la même chose. On est dans un cadre politique. En 2010, lorsque le président Gbagbo a pris l'article 48 pour que le président Ouattara soit candidat, pourquoi on n'a pas dit de faire que tous les citoyens? Non. Il ne faut pas étendre les sujets à des domaines qui n'en sont pas.
C'était pas Les le président citoyens, Ouattara, ce sont des citoyens. On a 30 millions ce n'était pas d'habitants en pour Côte seulement d'Ivoire. Alassane Ouattara, On c'était parle pour tous des les leaders Ivoiriens politiques, qui désiraient des candidat. gens qui ont Voilà. un groupe derrière eux, des gens qui sont soutenus par des militants. Pour ne pas créer de crise, on demande que ces personnes-là se présentent, que le système électoral soit assaini pour que les citoyens votent et qu'on voit le poids réel de chacun. Alors, pour vous aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire est réellement réconciliée? Et avant de répondre justement à votre question, je voudrais faire une précision de taille parce que les Ivoiriens nous regardent. Allez-y. Ce n'est pas en 2010 que le président Gbagbo a pris une ordonnance pour permettre à tous les Ivoiriens d'être candidats. C'était en 2005. C'est en 2005 que M. Laurent Gbagbo, suite aux accords de Pretoria, a pris l'article 48 pour permettre à tous ceux qui désirent de façon exceptionnelle d'être candidats aux élections à venir. Effectivement. Donc ce n'est pas en 2010, c'était en 2005. La la question. précision, ce n'est pas pour Ouattara uniquement que cette décision a été prise. Il ne faut pas tromper les Ivoiriens. Nous, on n'a pas fait le droit, mais on sait lire au moins ce qu'on a écrit. Ensuite, vous me posez la question. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est réellement réconciliée? Oui, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Si on va et vient, qu'au sortir de cette émission, que moi j'accompagne Pichéry chez elle à la maison, si on n'est pas réconcilié, est-ce qu'on peut le faire? Mais quand il y a des intérêts politiques en jeu, on fait semblant de ne pas réconcilier. Je l'ai dit sur ce même plateau, des gens sortent des discussions, après ils se retrouvent et puis ils partagent un repas ensemble. C'est les intérêts, c'est comme un match de football, je le disais à quelqu'un tout à l'heure. Mais on n'arrive pas à vous comprendre. Est-ce que la Côte d'Ivoire est réconciliée? Nous sommes réconciliés. Bien. Puis Chéri Balé, la même question. Côte d'Ivoire réconciliée à quelques mois de la présidentielle. C'est évident qu'on n'est pas réconcilié. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dit que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée? Il ne faut pas ramener les problèmes d'intérêt national à des individus. Oui. Si M. Karamoko me dépose chez moi, ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire est réconciliée. Quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y a eu crise. Et s'il y a eu crise, la réconciliation doit être conçue comme un programme de développement avec des aspects politiques, des aspects économiques, des aspects humanitaires. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens vivent ensemble. On vit ensemble comment? Quand il y a des leaders politiques qui sont en exil là, c'est ça qu'on appelle la réconciliation. Le président Soro Guillaume est en exil. C'est pas ça la réconciliation. Nous allons marquer une courte pause. Nous allons marquer une courte pause. C'est l'heure de la pub sur Reflet TV. On revient juste après la réclame publicitaire. Attirer une cible plus grande, dynamisez vos chiffres. Contactez notre service marketing et commercial au 05 05 199 199 ou au 07 77 600 600 ou envoyez tout simplement un mail marketing@reflet.tv. Reflet. Vous avez un produit innovant, un événement à promouvoir ou un projet exceptionnel? Reflet TV vous offre une vitrine unique avec les rendez-vous Reflet. Chaque semaine, nous donnons la parole à des entreprises, des créateurs et des organisateurs pour présenter leurs nouveautés à un large public. Profitez de cette opportunité en or pour mettre en lumière votre savoir-faire et capter l'attention de nouveaux clients et partenaires. Les rendez-vous Reflet, parce que nous croyons en votre potentiel et nous voulons vous aider à briller. Rejoignez-nous sur Reflet TV et faites de votre projet un succès. Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre rendez-vous Reflet au 07 77 600 600 05 05 199 199. Ensemble, faisons la différence.
mesdames, messieurs, vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité. D'ici et d'ailleurs, dans cette émission, nous faisons une analyse de la situation sociopolitique ivoirienne à 15 mois de la présidentielle. Nous sommes toujours avec notre sujet du jour. Nous parlions tout à l'heure de la Côte d'Ivoire réconciliée. Le pays est réconcilié ou non? Réponse que nous avons eue tout à l'heure avec Lansana Karamoko. À présent, nous posons la même question à Pulchéri Balé. La Côte d'Ivoire est-elle réconciliée? Sinon, pourquoi? La Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée parce que la réconciliation ne se limite pas au rapport entre les individus. C'est plus large que cela. Ça touche à l'économique, à l'humanitaire, au politique. Et aujourd'hui, au point de vue politique, à partir du moment où il y a un important leader de l'opposition qui est en exil, ses partisans ne peuvent pas être en accord avec ce qui se passe puisque tout s'exécute sans que lui, il ne soit là, alors que c'est leur leader. Donc, quand il y a des personnes en exil, quand on a encore des prisonniers politiques, quand on prend des lois liberticides, quand on restreint l'espace civique, on ne peut pas dire que dans un tel pays, on est réconcilié. Et ça, c'est sans tenir compte de tous les conflits fonciers qui sont en cours ou parfois la responsabilité de l'administration est engagée. Alors, le match retour dans les zones pourrait avoir lieu entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Faut-il craindre pour le RHDP en 2025? Bon, moi je ne suis pas militante du RHDP pour craindre pour le RHDP. Bon, regardez vos analyses. Nous intéresse, non. Nous, ce qu'on dit, et c'est ce qu'on va toujours répéter, on ne craindra pour personne. On craint que notre vote ne soit pas respecté en tant que citoyen. Pour que notre vote soit respecté en tant que citoyen, il faut que le système électoral soit crédible, il faut que les élections soient crédibles, de sorte qu'on voit le poids des uns et des autres. Nous, on est pressés de voir même ce match retour-là, mais pourvu que les conditions soient bonnes. Et apaisé également. Crédible, oui, tout à fait. Alors, Lansana Karamoko, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui l'opposition politique ivoirienne de s'unir pour aller contre le RHDP? C'est d'abord la sincérité des uns et des autres. Il y a un manque de sincérité. Il y a un manque total de sincérité entre eux. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Vous avez entendu Gbagbo lancer l'appel. Vous avez également entendu et lu la réaction de Assimi Goïta. C'est le déficit de confiance qui a amené certainement Isiaka Sangaré, qui est le secrétaire général du FPI, à prendre la parole pour dire qu'ils ne se sentent pas concernés par l'appel de Laurent Gbagbo. Et il reste convaincu que jusque-là, si Simone n'a pas donné de suite, si Charles Blé Goudé n'a pas donné de suite, c'est qu'il y a un déficit de confiance. Le parti de Charles Blé Goudé aura une déclaration le lundi. On attend de savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais en d'autres temps, ça aurait été spontané. Peut-être même qu'ils seraient invités à cette cérémonie où l'appel a été lancé. Mais avec ce que nous observons aujourd'hui, l'opposition n'est pas du tout unie. Et je ne pense pas qu'ils puissent l'être. C'est de bonnes augures pour le RHDP. Alors, Pulchéri Balé, avec le climat sociopolitique de plus en plus tendu entre les porte-parole des partis politiques, que proposez-vous afin de créer un cadre qui favorise des propos plus courtois, qui n'influenceraient pas les militants et même l'ensemble de la population ivoirienne? Bon, moi je pense qu'il faut renouer le dialogue politique. On disait tout à l'heure qu'il y a une absence de dialogue. En général, on attend toujours qu'on arrive, qu'on soit proche d'échéances électorales pour organiser un dialogue. Il y a déjà eu 5 dialogues, il n'y a pas eu de bilan. On s'achemine vers une élection importante. Il faut renouer le dialogue parce que s'il y a un cadre de concertation, les gens pourront parler entre eux. Les différents partis politiques pourront parler entre eux des problèmes qui concernent la nation et à force de se parler, ils s'entendront sur certaines choses. C'est le fait qu'il n'y ait pas de dialogue du tout qui fait que ça part dans tous les sens. Donc, il faut créer les conditions pour un dialogue sincère, un dialogue inclusif. Mais est-ce que ces propos tenus ne reflètent pas du manque d'arguments de la part des leaders politiques pour défendre non seulement leur bilan, mais aussi leur position? Bon, ça dépend, hein. Il y a plusieurs types de propos qu'on entend. En tout cas, tous ceux qui insultent, tous ceux qui accusent sans fondement sont certainement à court d'arguments. Mais tous ceux
qui parle aux Ivoiriens pour les rassurer sur ce que leur parti voudrait pour eux, bon, il n'y a pas de problème. Lancina Karamoko, je pense la dernière question pour vous, pour terminer cette émission. Est-ce qu'on peut admettre que la température, pour s'exprimer ainsi, du climat sociopolitique dépend des discours politiques et des actes posés par ceux-ci? En partie, oui. Je suis d'accord avec vous, parce que nous allons à des élections en 2025. Quoi qu'on dise, nous prions Dieu pour que la Côte d'Ivoire respecte la date constitutionnelle d'octobre 2025. On nous parle du 25 octobre 2025. Mais ce que nous attendons de part et d'autre ne contribue pas à l'apaisement. Or, je l'ai dit tantôt, quelle que soit la nature du problème, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les divergences, si il y a un climat apaisé, tout peut se discuter. Et c'est pour ça d'ailleurs que je salue l'esprit d'ouverture du président Alassane Ouattara. Parce que dès qu'il a accédé au pouvoir, il a, avec le Premier ministre Aoussou Jano et le ministre de l'Intérieur en son temps, Ahmed Bakayoko, initié un dialogue à Bassam qui a duré 3 jours. J'ai eu la chance, Dieu merci, d'avoir participé, n'est-ce pas, à ce dialogue-là. Et au sorti de le FPI, j'ai dit bien, le FPI en son temps avait refusé de participer à ce dialogue. Et puis 4 mois après, ils ont négocié pour qu'il y ait un dialogue direct entre le FPI et le gouvernement. Et c'est suite à tout cela qu'on a créé le CPD, le cadre permanent du dialogue, qui, n'est-ce pas, dans ce cadre permanent du dialogue, dans un esprit apaisé, on a tous bénéficié. Je dis tous les partis politiques et tous les acteurs de la société civile ont bénéficié, n'est-ce pas, des financements pour leurs activités respectives, qui pour la société civile, qui pour les partis politiques, jusqu'en 2016. Si l'entente et le dialogue nous ont permis, n'est-ce pas, d'avancer sur beaucoup de questions, pourquoi ne pas revenir, n'est-ce pas, à ce dialogue-là, qui fait partie, n'est-ce pas, comme l'a dit Houphouët-Boigny, de notre religion. En tout cas, moi, je plaide pour qu'il y ait un apaisement, que tout le monde joue son rôle. Je l'ai dit aussi bien, les guides religieux, les acteurs des partis politiques, la société civile, vraiment la société civile dans le sens propre du terme, joue également son rôle. Je crois que toutes les questions qui ont été soulevées ici peuvent trouver solution. Merci. Pulchérik Balé, dernière question pour terminer rapidement en 45 secondes. Est-ce que quelque part la société civile et les guides religieux n'ont pas démissionné? Non, pas Parce du que tout. jusqu'à présent, il n'y a pas de déclaration pour appeler au calme, même si la situation n'est pas encore au vinaigre, mais elle pourrait arriver à cela. Bon, en fait, ce que je sais, c'est que souvent les guides religieux agissent sans publicité. Donc nous ne savons pas ce qu'ils font dans l'ombre Et la pour société parler civile aux politiques. Bon, la société civile, en ce qui nous concerne, nous, on a organisé récemment une journée de consultation populaire dont la synthèse est maintenant disponible pour travailler avec et les politiques et la société civile sur les conditions pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. On parle aussi à travers les réseaux sociaux, on sensibilise les populations, les jeunes contre la non-violence. Je pense que la société civile fait ce qu'elle peut. Il y a beaucoup d'organisations de la société civile, en tout cas, qui sont sur le terrain pour sensibiliser les populations. C'est ce que nous pouvons faire. Merci Pulchérik Balé, merci Lancina Karamoko, chers téléspectateurs. C'est malheureusement la fin de ce sujet de Entre deux News. Nous allons maintenant faire place à la rubrique Le carton rouge pour faire des coups de gueule sur des sujets d'actualité. Le carton rouge, le premier du jour, c'est avec Lancina Karamoko. Mon carton rouge est destiné aujourd'hui au corps médical pour l'accueil qu'il réserve, n'est-ce pas, aux malades. Vous savez, quand on arrive dans un hôpital, c'est que quelque part on ne se sent pas bien. On a besoin d'être vite reçu, vite conseillé et recevoir peut-être une ordonnance ou des examens à faire et puis repartir. Mais lorsqu'on arrive à l'hôpital,
et qu'on passe 3 heures, 4 heures de temps en train d'attendre d'être reçu, vous comprenez qu'on ne fait qu'aggraver le cas du malade. Je ne remets pas en cause la qualité de la formation du corps médical, parce que moi-même qui vous parle, j'ai fait une embolie pulmonaire. Pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, quand on parle d'embolie pulmonaire, on te voit déjà mort. Je ne suis pas allé dans une structure privée, c'est au CHU de Treichville que j'ai été traité par le professeur Éolier, que je lui ai salué davantage. C'est un collègue à moi au Conseil économique. Et puis par ses collaborateurs, notamment Doumbia, Assi, Mossou, Boumou, que je voulais saluer, parce que grâce à Dieu, grâce à eux, je me suis remis, n'est-ce pas, de ce mal. Mais c'est parce que dès que je suis arrivé, j'ai été immédiatement pris en charge. On m'a même dit, vous ne repartirez plus à la maison. Et puis, ils m'ont interné. Et puis, le professeur Ollier m'a suivi comme il se doit, jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital. Si j'avais été plus ou moins négligé, il serait ailleurs aujourd'hui. Donc, je souhaiterais donc que dans la formation donnée à l'INFAS ou en faculté de médecine, que si ce n'est pas prévu dans les matières qui leur sont dispensées, il faudra prévoir le service moral, une matière pour la morale et le civisme. Et si c'est vrai qu'ils prêtent serment, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faudra le conscientiser. Et puis, il faudra que tous les lundis, comme on le fait maintenant pour le salut aux couleurs, que tous les lundis, il y ait une réunion de direction pour amener le corps médical à prendre conscience que ceux qui arrivent là, c'est pour se soigner. Ils sont plus ou moins en détresse. Il faut les accueillir, les traiter rapidement. Merci, Lansina Karamoko, Pulchérik Balé. Si vous avez une question ou une réaction sur... non, c'est juste de dire que c'est un problème qui est réel. On s'en plaint dans les maternités. Même le week-end dernier, j'ai une connaissance qui m'a appelé, qui est arrivée aux urgences au CHU de Cocody à 4 h du matin. Jusqu'à 13 h, on ne l'a pas reçu. On lui demande d'aller ailleurs, sans même lui donner une recommandation. Elle est allée au CHU de Treichville et c'est là-bas qu'on l'a soignée. Donc c'est pour dire que ce genre de comportements peuvent induire des pertes en vie humaine qu'on aurait pu éviter, quoi. C'est vraiment un problème. Bien, à vous maintenant votre carton rouge. Oui. Mon carton rouge, pour coller à l'actualité, va au district d'Abidjan, qui a siégé actuellement le village d'Adjamé village. Et quand je dis assiégé, je n'exagère pas, parce qu'on les surprend, on vient avec des loubas, on vient avec la violence pour des activités qu'on aurait pu mener dans la paix, s'il est vrai que c'est vraiment le développement qui est l'objectif. Donc vraiment, carton rouge au district d'Abidjan. Carton rouge aussi au président de la République par rapport à cette même question, parce que le district sévit. Depuis le début du mois de janvier, ça continue. Il avait dit au Conseil des ministres du 13 mars qu'on fasse les choses avec beaucoup d'humanisme, mais apparemment, il n'est pas écouté. Est-ce qu'il est complice? En tout cas, il faut qu'il réagisse pour que ça s'arrête. Carton rouge également à tous les autres chefs ébriers. Aujourd'hui, c'est à Adjamé village. Demain, vous ne savez pas si ça sera chez vous. On n'a pas vu de mobilisation des chefs ébriers parce que c'est depuis le 6 que ça a commencé. À Adjamé village. Le 6, on ne les a pas vus. Ils sont venus le dimanche 21, on n'a pas vu les chefs ébriers. Et voilà qu'aujourd'hui, encore 25 juillet, ils sont là-bas. Donc vraiment, je voudrais que chaque citoyen sache que ce qui arrive à l'autre peut lui arriver à lui aussi. Il faut que nous soyons solidaires. Merci, Pulchérik Balé, Lansina Karamoko. Oui, très rapidement. Bon, je partage son carton. Toutefois, il y a certains points qui me gênent un peu. J'ai comme l'impression qu'elle ne peut pas parler sans dire Alassane Ouattara, carton rouge. Bon, lesquels bon, tout à l'heure, il dit carton rouge à Alassane Ouattara qui serait complice. Mais c'est vrai que c'est lui qui met le ministre gouverneur à mission. Mais là où je suis d'accord avec elle, puisque tout le monde se plaint de la manière dont les choses sont faites, il y en a même qui disent que nous n'avons pas été prévenus. Est-ce qu'il ne serait pas bon de s'arrêter un temps soit peu, sur une semaine, 2 semaines, appeler tous les acteurs, je veux dire les concernés, les populations civiles, pour regarder et repartir, n'est-ce pas, comme ça, personne ne dira que je n'ai pas été informé. Maintenant,
l'appel qu'elle lance au chef de village, bon, je ne suis pas d'accord parce que c'est comme si vous les appelez un peu à la révolte. Et c'est pas bon de les Solidarité et puis révolte, c'est différent. Si, c'est la même chose. Non, pas du tout. Pour se révolter, il faut être solidaire. C'est cela. La solidarité ne débouche pas forcément sur la révolte. Si. Voilà, c'est la fin du carton rouge. Place maintenant à la rubrique des chiffres. Nous sommes dans le chiffre du jour. Dans cette rubrique, chaque jour, nous mettons en avant un chiffre en rapport avec la vie de la nation. Le chiffre du jour, c'est 300, en rapport avec le domaine du transport en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les bus qui sont bloqués? Pas bloqué, mais c'est plutôt le ministre des Transports, Amadou Koné, annonce l'arrivée d'ici à fin décembre de près de 300 autobus pour renforcer le parc automobile de la Sotra. Et donc, Chéric Balé, c'est bien, le bus arrive, mais c'est insuffisant vu la masse de la population à Abidjan. Non, c'est déjà bon. C'est déjà bon parce que ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens utilisent le bus dans leurs différentes courses. Et les bus ici ne sont pas réguliers. Dans les pays développés, les bus respectent les heures. Donc, ajouter 300 bus aux bus existants, c'est déjà une très très bonne chose. Reste maintenant à voir quelle répartition va être faite, parce qu'il y a des zones qui sont plus peuplées que d'autres, il faut en tenir compte. Et on espère aussi que avec ces nouveaux bus, il y aura aussi... normalement, ça devrait induire une augmentation des clients parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont prendre les Warren ou autre chose parce que les bus ne sont pas suffisants. Donc, si on a de nouveaux bus, on devrait avoir une qualité de service qui appelle de nouveaux clients. Donc, on veut aussi profiter de ce sujet-là pour interpeller la direction générale de la Sotra qui ne paye pas les salaires à temps. Dans le Code du travail, ceux qui travaillent dans le privé doivent être payés au plus tard le 8 du mois. On les paye le 15, parfois le 25. On espère qu'avec l'arrivée de ces nouveaux bus, avec la qualité de service et l'augmentation des clients, ils auront plus d'argent et ils pourront être assez corrects avec leurs travailleurs. Lansina Karamoko, 300 nouveaux bus arriveront très bientôt dans le parc automobile de la Sotra. C'est bien, le nombre est élevé, mais insuffisant vu la population abidjanaise. Oui, toujours est-il, comme l'a dit Mme Chéric Balé, il faut saluer, n'est-ce pas, l'arrivée des 300 nouveaux bus, mais aussi il faut faire en sorte que les bus qui sont cloués au sol puissent être réparés. Parce que si 300 nouveaux bus arrivent et qu'il y en a 400 qui sont garés parce qu'ils sont en panne, parce que c'est ce qui me revient, c'est comme si... c'était un entonnoir, on met de l'eau dedans et puis ça sort par le bas. Alors, donc, il faut déjà que les bus qui existent déjà soient en bon état de marche. Comme ça, quand les 300 viennent, ça va augmenter la flotte. Et alors, une bonne exploitation pourrait leur permettre, n'est-ce pas, de servir convenablement les différents quartiers et avoir beaucoup d'argent parce qu'effectivement, les travailleurs de la Sotra souffrent. Merci Lansina Karamoko. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique VRHDP et ancien président de l'ex-leader. Tout à fait. Et Chéric Balé, merci également à vous, consultante sur l'émission. Je précise, elle est consultante sur l'émission pour ne pas dire chroniqueuse. Merci à vous également d'avoir été nombreux à suivre cette émission qui est diffusée également en direct sur Facebook, YouTube également et sur notre site internet www.reflet.tv tout en minuscule ou sur la TV d'Orange et la TV de MTN, le numéro 208 du bouquet Canal+. N'hésitez surtout pas à suivre Reflet TV sur ces différents canaux. Rendez-vous est pris pour lundi à partir de 20h15 pour d'autres numéros de Entre deux News avec nos invités. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir.
attirer une cible plus grande, dynamiser vos chiffres, contactez notre service marketing et commercial au 05 05 199 199 ou au 07 77 600 600 ou envoyez tout simplement un mail marketing@reflet.tv. Reflet. Préparez-vous à plonger au cœur de l'actualité avec Entre deux News. Entre deux News, c'est votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité. Il y a aussi ce qui se passe en Israël qui reconditionne les choses. La force du gouvernement devait être d'adapter les situations, qu'elles soient internationales ou nationales, aux besoins des populations. Il faut que le ministère des Transports puisse prendre des dispositions pour que... Votre rendez-vous incontournable du lundi au jeudi à 20h15 sur Reflet TV. Des événements qui secouent le monde, aux faits divers qui marquent notre quotidien, nous vous apportons une analyse complète et sans concession de l'actualité nationale et internationale. Nos consultants experts sont là pour décrypter, analyser et débattre des enjeux qui façonnent notre société. Des débats passionnés, des perspectives éclairantes et des discussions enflammées. Le tout en 70 minutes chrono. Entre deux news, c'est votre moment d'information et d'analyse. Mon carton rouge aujourd'hui est adressé au ministère en charge du transport. La première, c'est la compagnie de l'électricité. Tous les soirs, du lundi au jeudi, à 20h15 sur Reflet TV. Soyez là, soyez informés, soyez au cœur de l'actualité avec Entre deux News.